Bah moi, mon objectif en tant que chef d'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier non plus la mission économique de CoinHouse, on veut être une licorne française, on veut développer de l'emploi en France, on veut être un acteur majeur en Europe, on en a marre des acteurs asiatiques et des acteurs américains qui sont prédominants dans ces marchés. Vive l'Europe, vive la France, soyons forts, ayons des acteurs qui pèsent de tout leur poids, qui pèsent de l'emploi, qui pèsent de l'économie, qui pèsent des impôts, qui pèsent tout un tas de choses, qui servent les gens. Ça, c'est important. Bah ça, c'est notre mission. Bah oui, on propose des solutions pour ceux qui le veulent. Et aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Louvet, qui est PDG et cofondateur du groupe CoinHouse. Alors, CoinHouse, c'est, comme Nicolas le définit lui-même, c'est une crypto-banque. Et justement, on va revenir sur cette notion de crypto-banque qui est différente de la notion d'exchange, ou comme disent les Français, plateforme d'échange crypto, c'est la porte d'entrée du Web3, c'est là où on envoie des euros pour recevoir des cryptos. Alors les exchanges les plus connus, tout le monde connaît Binance par exemple, mais CoinHouse c'est vraiment très différent. On va revenir là-dessus avec Nicolas, et puis on va revenir sur le deuxième aspect chez CoinHouse, c'est CoinHouse Solutions, qui est une division à destination des grands comptes pour leur permettre d'entrer dans le Web3 de manière assez fluide et souple. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin, je suis super content de vous retrouver. Génial, super. Alors Nicolas, on plonge direct. CryptoBank, tu nous expliques. Benjamin l'a dit, on a une petite différence de fonctionnement avec le modèle le plus connu, traditionnel dans le monde de la crypto. Le modèle originel, puisque tout a commencé par là, c'est celui des bourses d'échange, des plateformes, des marketplaces, des équivalents de ce qu'on trouve dans le monde traditionnel financier, des bourses comme Euronext ou le Nasdaq, qui sont des exchanges. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur un exchange? La capacité pour des vendeurs et des acheteurs, des acheteurs d'échanger en fait leur crypto et donc de définir un prix, définir un carnet d'ordre. C'est vraiment là que se fige le prix d'un Bitcoin, d'un Ether ou d'une autre crypto. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des prix qui peuvent varier d'un exchange à un autre et de temps en temps vous avez même des écarts de prix qui peuvent apparaître selon la liquidité en fait des différents exchanges ou les monnaies avec lesquelles elles sont échangées. Donc ce business model il est très connu, vous avez cité certains acteurs. En France, on a des gens comme Premium qui ont démarré cette activité il y a très longtemps. Aux États-Unis, des gens comme Coinbase, FTX faisait partie aussi des exchanges, le deuxième au monde, qui a connu des déboires et une faillite récemment. Et nous, en fait, notre positionnement il est différent. On cherche pas en fait à avoir des clients qui chez nous échangent des cryptos contre d'autres clients. En fait, c'est nous qui allons faire ce métier-là. On va nous-mêmes aller échanger des cryptos sur des exchanges, pas sur un seul, sur plusieurs. Donc, on va faire un métier de courtier, c'est-à-dire que quand vous achetez des cryptos chez CoinHouse, vous les achetez à CoinHouse, et ensuite nous, CoinHouse, on va aller l'acheter sur un ou plusieurs exchanges. Donc, on a la capacité d'aller trouver le meilleur prix, le meilleur des mondes quelque part, parce qu'on n'est pas seulement connecté à un exchange, mais à plusieurs exchanges, et on a développé un algorithme, une solution technologique qui va aller, suivant les ordres, suivant la taille de l'opération que vous voulez réaliser, suivant la liquidité qu'il y a sur les différents exchanges, suivant le prix qui existe sur les différents exchanges, d'aller trouver le meilleur prix, la meilleure exécution. Et comme ça, on propose le meilleur prix à nos clients. Et c'est un positionnement que finalement, vous retrouvez dans le milieu traditionnel financier, notamment auprès de votre banque. Quand vous allez voir votre banque et que vous voulez acheter une action, l'action d'une grande société américaine ou française, vous n'allez pas tout seul au Nasdaq ou tout seul à Euronext avec votre argent et en disant, bah voilà, moi j'ai 20 euros et je voudrais acheter une action pour 20 euros. Euronext vous dirait, mais vous êtes qui? Et ils vont vous envoyer balader. Et ils auront bien raison parce qu'en fait, vous n'êtes pas régulé, vous n'êtes pas un acteur whitelisté, vous êtes trop petit. Alors que vous allez pouvoir aller voir des intermédiaires, un Boursorama par exemple, ou d'autres acteurs, et aller acheter votre action auprès de lui. Et lui va aller opérer sur le carnet d'ordre directement. Et ben nous, on fait exactement la même chose. Donc nous, on propose à nos clients une cinquantaine de cryptos qu'on a sélectionnés. On propose aussi des produits de placement sur les cryptos et
De base, on sécurise toutes les cryptos de nos clients dans des systèmes dits de cold storage à froid et donc on apporte une sécurité. Ce qui est un modèle un peu différent en fait d'une plateforme d'échange. Complètement, vous êtes un partenaire financier, je commence à comprendre. Effectivement, il y a ce côté partenaire un peu comme la banque, contrairement à un exchange où on est en direct sur la bourse, quoi. En fait, où on n'est pas accompagné. En fait, on n'est pas accompagné sur un exchange. Et Dieu sait si nous on donne des formations et à chaque fois les gens sont complètement perdus face à un exchange où il y en a des nombreux, il y en a qui font faillite, comme tout le monde le sait. Et donc, on est un peu livré à soi-même, alors qu'avec un partenaire, on est accompagné et le partenaire va trouver effectivement la meilleure offre et voire même des livrets. Hein. Je crois que vous proposez un livret crypto qui est un panier crypto finalement, hein, qui avec un objectif de rendement plus intéressant. Un livret Bitcoin aussi, non? Tu peux nous expliquer ça? Alors en fait, on propose plein de produits. On proposait au passé, on proposera au futur et on propose au présent tout un tas de produits. Vous avez raison, on n'a pas que en fait la possibilité d'acheter, de vendre, de conserver des cryptos chez CoinHouse, qui est vraiment différent au niveau d'un exchange, hein, parce que vos cryptos, elles sont sécurisées, elles ont été achetées par CoinHouse. Sur un exchange, elles peuvent être exposées à des risques de hack, des risques de perte. Vous savez pas si éventuellement il y a vraiment un acheteur en face. Là, vous savez que vous achetez à CoinHouse, donc il y a du 1 pour 1 chez moi. Si vous avez acheté un Bitcoin, le Bitcoin il est chez moi, je vous le dois, il n'a pas été prêté à quelqu'un d'autre. Néanmoins, on propose aussi des produits de placement. Pourquoi? Parce que en fait, on s'aperçoit très vite que ce marché est extrêmement riche dans le monde des cryptos. Et si l'objectif c'était juste d'acheter un Bitcoin et d'en faire rien, c'est un peu dommage. Déjà, ça développerait pas l'écosystème. Et ensuite, vous pouvez avoir différentes stratégies. Les stratégies que vous pouvez avoir, c'est par exemple, finalement, investir dans un Bitcoin, c'est pas si évident que ça. À quel moment vous devez acheter le Bitcoin? À quel moment vous devez le vendre? Éventuellement, vous pouvez l'arbitrer parce que le Bitcoin, il peut avoir beaucoup baissé et par exemple, s'il va baisser encore, ça va valoir le coup de l'arbitrer contre un stablecoin. Comme ça, vous ne baissez pas plus et quand il va remonter, vous allez réinvestir, vous allez pouvoir reprendre à la hausse. Tout ça, tout ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, des stratégies de gestion et de placement, de dire il existe des produits de placement avec des équipes qui gèrent à votre place, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est un produit qu'on a lancé. On a lancé des produits de gestion dans lequel on gère avec une équipe en interne qui est responsable et qui va assurer cette gestion avec des stratégies offensives, défensives, équilibrées, donc des stratégies un petit peu différentes comme on va retrouver dans les produits financiers traditionnels. On va gérer votre Bitcoin pour vous. Il n'y a pas que le Bitcoin, il y a tout un tas de cryptos. Donc on est là aussi pour apporter des produits d'investissement et dire aux gens, si vous avez peur d'investir, si vous savez pas finalement quels sont les choix à faire, on est capable de vous le proposer. Et on a proposé aussi des livrets que là on a arrêté temporairement suite à l'affaire FTX. Oui, d'ailleurs, on pourra revenir sur votre transparence. J'ai suivi vos communications qui ont été dire on était exposé à certains risques dominos suite à la faillite d'FTX. Et donc ça, vous avez eu la transparence de dire pour l'instant on met le haut là sur ces livrets parce que on redéfinit la stratégie. Bon, mais ça c'est très bien. En revanche. Donc j'ai compris que l'intérêt de CoinHouse, c'était d'avoir une stratégie d'investissement, de dire ok, j'ai acheté du Bitcoin et de l'Ether, mais c'est maintenant qu'est-ce que j'en fais? Je le place sur un produit CoinHouse parce qu'il y a une perspective de rendement, etc. Ce qui est très différent des exchanges. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir ta position là-dessus sur les fameuses clés privées parce que après la faillite d'FTX, tout le monde a dit not your keys, not your Bitcoin. Si vous n'avez pas les clés privées à votre wallet, vous n'avez pas accès à vos Bitcoins. Vous dites au contraire. Gérez vos clés privées très bien, si vous y arrivez tant mieux, mais c'est difficile, il faut comprendre techniquement, il faut s'assurer chez soi d'avoir une sécurité sur ne serait-ce que sa clé Ledger par exemple. Et vous dites nous on peut faire ça de manière sécurisée parce que vous avez un agrément PSAN, donc prestataire d'actifs numériques, qui fait que un peu on a un enregistrement. Un enregistrement. On n'est pas encore agréé. On sera, j'espère, agréé dans pas très longtemps. On est en procédure d'agrément, mais en revanche, on n'est pas encore agréé. On est enregistré. On a été le premier enregistré. Ouais, vous êtes les premiers, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes surveillé. Voilà, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes audité, surveillé, etc. Ce qui veut dire que quand vous dites, nous, on gère votre wallet, vos bitcoins pour vous, il y a, je dirais, une confiance qui peut s'installer parce que vous êtes hyper surveillé, hyper régulé et contrôlé, en fait, c'est ça. Et après, vous dites, ce bitcoin, on va nous le placer, et donc forcément, on doit avoir accès à vos clés privées, quoi. Il y a plusieurs éléments, Benjamin. D'abord, oui, en effet, nous, on n'est pas absolument contre l'idée
de dire aux gens, vous devez ou vous pouvez sécuriser vos cryptos vous-même. Ça peut être très pertinent. D'ailleurs, CoinHouse est une spin-off de Ledger, hein, donc on est né de la même veine, on a le même ADN et le même intérêt pour le monde du Web3 et le monde des cryptos. Du coup, une valeur fondamentale qui est la sécurité. Une valeur fondamentale qui est la sécurité, qui est commune, et je dirais aussi la pédagogie. La maison du Bitcoin, qui est l'ancêtre de CoinHouse, c'était vraiment l'endroit, avant même la création de Ledger, pour comprendre ce qu'étaient que les blockchains, ou ce que sont que les blockchains, et ce qu'est la crypto, comment travailler, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel type de business vous pouvez développer, parce que c'était aussi un incubateur, et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire avec toutes vos cryptos. Donc revenons au sujet. Garder ses cryptos soi-même, c'est très intéressant. Vous le dites vous-même, c'est une possibilité qui est offerte, et je pense que c'est quelque chose que les gens doivent penser. Avoir une clé Ledger ou un wallet, attention à utiliser des wallets bien sécurisés, c'est important. Après, ça pose un certain nombre de problèmes. Où est-ce que vous placez votre seed? Si vous l'avez gardé dans un endroit, mais que vous ne l'avez finalement dissimulé à tout le monde et dit à personne, si jamais il vous arrive un malheur et que vous décédez, comment on va récupérer vos fonds? Parce que vous étiez le seul à avoir, vous avez caché tout votre argent dans une boîte et vous avez caché la boîte dans un lieu que vous seul connaissez, ce lieu disparaîtra, enfin sa localisation disparaîtra avec vous dans la tombe. Donc quelque part, c'est pas la réponse finale, c'est pas la réponse ultime. Il y a tout un tas de problématiques. Vous pouvez aussi avoir des problématiques de sécurité. Si tout le monde garde son argent chez soi, on revient à une époque assez moyenâgeuse où finalement on va retrouver on va se retrouver avec des bandits de grand chemin qui vont aller d'appartement en appartement et de maison en maison pour aller tuer les gens, pour aller récupérer leur argent. Donc on a quand même inventé une forme de sécurité financière, une forme aussi de développement économique autour de l'utilisation des cryptos et autour de la centralisation de la sécurité. Donc je pense que la décentralisation a du bien, il y a du bon. Je pense qu'il faut en tenir compte, il faut l'intégrer dans son processus et ensuite à chacun de voir comment où est-ce que vous voulez placer le curseur. Certains diront, moi, je veux tout garder soi-même. Fine, très bien, faites-le. Avec les risques, les conséquences que cela peut engendrer. D'autres diront, je vais garder un peu et je vais mettre un peu dans des solutions, que ce soit des exchanges, là moi je trouve que c'est vraiment pas la bonne idée, ou des acteurs sécurisés, qui sont soit enregistrés demain, qui sont agréés, qui proposent aussi des éléments de réassurance importants. Éléments de réassurance, nous on a une assurance, on a des protocoles cyber. On utilise d'ailleurs les solutions de Ledger qui sont fort chères, qui sont la partie Ledger entreprise, hein, donc c'est pas les solutions des clés que vous pouvez acheter dans le commerce, mais qui sont le même type de solution, mais destinées aux professionnels de la finance, aux institutionnels, aux hedge funds, etc. Nous, on en est équipé depuis 2018, on est l'un des premiers clients de Ledger au titre institutionnel, et donc on a des systèmes de sécurisation des cryptos qui sont hautement développés, avec une assurance de 150 millions d'euros proposés par Ledger et la Lloyds. Donc c'est des niveaux de réassurance qui sont extrêmement forts pour les gens. Et moi je trouve que notre approche, elle vaut tout aussi bien que de garder ses cryptos soi-même. Mais à nouveau, il faut avoir le bon mix. Et selon la sensibilité des gens, choisir la bonne plateforme. Je pense que l'élément le plus important, c'est où est-ce que vous placez vos fonds. Nous, vous savez qu'on est en France, on a un numéro de téléphone en France, on a un service client disponible, on est enregistré auprès de l'AMF, on est audité par l'AMF et la CPR, on est également enregistré au Luxembourg auprès de la CSSF. Demain, on sera agréé au niveau européen et avant cela, j'espère qu'on sera agréé en France aussi. Vous avez tous les éléments pour venir nous voir, nous questionner. On a des régulateurs qui sont extrêmement sérieux, on a des assurances que peu de gens ont, on utilise les meilleures technologies du marché, on est là depuis très 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 longtemps dans le marché. Un CoinHouse Ledger, c'est 2014. Ça en fait du temps, ça en fait de l'expérience, ça en fait de la base client. Plus de 500 000 clients quand même. Donc c'est énorme. Ouais, mais finalement, le seul risque qu'il y a, c'est ce qui s'est passé à FTX, c'est que vous ayez par exemple été plus impacté
que ce qu'il en est aujourd'hui. Je dirais que moi, ma question, c'est, je suis particulière, voilà, je vends un appart, j'ai 30 000 €, je ne veux pas les mettre à la banque à cause de l'inflation, mais je ne veux pas non plus gérer une clé, mes clés publiques, et je ne veux pas mettre mes mains dans le cambouis. Je viens chez vous, je dis, OK, j'ai 30 000 €, je les place chez vous. OK ? Quelle est la part de risque, finalement, parce que c'est important que le particulier comprenne. Quelle est la part de risque ? Il y a moins de risque chez vous que sur un exchange. C'est plus facile, il y a de la facilité. C'est beaucoup plus facile de venir chez vous et de vous faire gérer le truc plutôt que de faire ça. Moi, j'ai essayé sur une clé Ledger, ça m'a pris la tête, ça m'a pris une après-midi. Ou soit j'ai les gros doigts, soit je suis nulle, mais vraiment, j'y suis pas arrivée. Il me faut des cours particuliers. Et donc, tout le monde n'a pas envie. Moi, typiquement, ici, on travaille à deux. Lui, il a envie de faire de la DeFi, il chipote dans tout ça. Moi, pas. Moi, j'ai de l'argent, je veux m'occuper de rien. Et donc, je suis typiquement la cliente pour CoinHouse. Mais j'ai envie d'être rassurée. Alors là, j'entends le discours, imaginez que vous êtes cliente, Claudia. Pas encore, après le podcast. Mais je dirais que c'est vrai tu parles, Nicolas, de la notion de sécurité, c'est plus sécurisé qu'un exchange, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, le particulier, il a vraiment besoin de réassurance. C'est quelle est la part de risque ? Si je connais la part de risque, alors je peux décider en conscience. Est-ce qu'il y a une part de risque ? Oui, alors... Attention, parce qu'il y a pas mal d'éléments là qui sont qu'il faut replacer un peu dans l'ordre. D'abord, on parle de crypto. Quand vous investissez dans la crypto, malheureusement, et c'est comme ça, à quelques exceptions près, hein, on pourrait parler éventuellement de NFT, et encore, vous avez toujours des risques qui existent. Il y a une notion de risque. Vous êtes sur une innovation technologique, vous êtes sur quelque chose qui a 14 ans, qui n'est pas complètement mature dans son développement. Vous avez des risques de hack, vous avez des risques sur la technologie, la blockchain et le fonctionnement même. Quand je parlais tout à l'heure des NFT, vous pouvez avoir un défaut dans un smart contract qui fait que votre NFT est perdu ou n'a plus de valeur. Bon, ça, c'est des risques qui sont inhérents. Le Bitcoin, l'Ether, Polkadot et tout un tas d'autres cryptos peuvent avoir aussi des problématiques qui sont liées soit à leur fonctionnement, c'est-à-dire à la blockchain, soit qui peuvent être liées à leur valeur, et vous avez de toute façon un risque. Personne ne vous dira aujourd'hui, je suis certain et je vous garantis que le Bitcoin atteindra 100 000 ou 150 000, même si c'est probable, tout comme personne vous dira le Bitcoin va valoir 1 ou 1000, ce qui me semble assez peu probable, mais ça peut s'entendre aussi. Donc, quelque part, on ne garantira pas le sous-jacent, on ne garantira pas la valeur en elle-même. De toute façon, toute personne qui veut investir dans la crypto doit accepter un niveau de risque, sinon, n'y allez pas. Non, mais ça, on est conscient. C'est le risque sur CoinHouse. Ensuite, quand vous voulez investir chez CoinHouse, rien ne vous oblige, quand vous investissez en utilisant CoinHouse, à aller placer vos fonds, utiliser nos solutions de placement. Vous pouvez tout simplement acheter de la crypto, et là, vous avez deux options. Soit vous la retirez, et c'est complètement possible, vous demandez un retrait, et vous fournissez une adresse, et vous allez la placer sur un ledger, et donc vous allez garder votre crypto vous-même. Si vous la perdez, ce sera de votre responsabilité, il vous arrivera ce qui vous arrivera, et c'est comme ça. Soit vous la gardez chez CoinHouse et vous n'en faites rien, et on la garde dans des solutions hyper sécurisées, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a des assurances, c'est en cold storage, on est en France, on est enregistré, il y a tout le niveau d'assurance, on utilise les meilleures technologies de marché. Et donc votre crypto, elle est garantie 1 pour 1, il n'y a aucune raison qu'elle disparaisse, elle est là. Après, si vous voulez la faire fructifier, si vous voulez prendre des stratégies de gestion, si vous avez envie, mais je dis bien si vous avez envie, il n'y a aucune obligation, c'est vous qui le faites, de vouloir obtenir un rendement supplémentaire, de vouloir utiliser une solution de gestion, de vouloir faire de la DeFi, etc. Nous, on n'a pas pour objectif de ne pas servir ces gens qui ont des envies. Parce qu'il y a énormément de clients qui ont envie de ça. Ils ont envie de se dire... Mais en fait, la crypto, ça permet de faire plein de choses. On peut placer nos fonds, on peut faire partie d'un écosystème, on peut faire vivre un marché financier crypto, on peut aider au développement de protocoles, on peut faire plein de choses. Soyons acteurs de ça. Si je suis dans la crypto, autant que j'aille jusqu'au bout. Je vais pas juste prendre mon bitcoin, aller m'enterrer dans les bois et attendre qu'il vaille 100 000 ou 500 000. Ça n'a pas de sens. Enfin oui, il y a 3 gens qui font ça. D'ailleurs, je les vois quand je me promène dans les bois. Mais c'est dangereux. C'est pas très intéressant, on s'en fout. Et j'en ai même vu qui avaient leur clé Ledger. Il y en a qui ont leur clé Ledger. Ils ont leur clé Ledger dès qu'ils vous voient, ils sont comme des écureuils, ils montent en haut des arbres en espérant que vous n'ayez pas les chercher. Seulement, ils savent pas qu'il existe des tronçonneuses. Et donc, quand on est bête, on va jusqu'au bout. Hein. Mais cela dit, ce qui est
c'est pas très intéressant tout ça. Non. Enfin, si vous voulez participer dans le monde de la crypto, allez jusqu'au bout. Donc, il y a plein de gens, et même les gens là qui ont été échaudés par les histoires de livrets ou d'FTX, etc., les gens aujourd'hui nous disent « Mais je veux réinvestir dans des livrets, je veux du rendement. Nous aussi, on a des solutions. » On a ça tout aussi. le monde a envie de faire ça. Donc, la réalité, c'est si vous avez envie, bah moi, mon objectif en tant que chef d'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier non plus la mission économique de CoinHouse, on veut être une licorne française, on veut développer de l'emploi en France, on veut être un acteur majeur en Europe, on en a marre des acteurs asiatiques et des acteurs américains qui sont prédominants dans ces marchés. Vive l'Europe, vive la France, soyons forts, ayons des acteurs qui pèsent de tout leur poids, qui pèsent de l'emploi, qui pèsent de l'économie, qui pèsent des impôts, qui pèsent tout un tas de choses, qui servent les gens. Ça, c'est important. Bah ça, c'est notre mission. Bah oui, on propose des solutions pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne veulent pas, ne le prennent pas. Et bien sûr, si vous le prenez, il y a des risques associés. Parce qu'à chaque fois que vous prenez une branche, vous risquez de tomber. Et puis il faut beaucoup de pédagogie, c'est ce qu'on fait nous dans ce podcast, et tu as résumé un peu tous les problèmes, c'est-à-dire que la crypto, on dit que c'est du cash digital. Et bien de la même façon que vous gardez du cash chez vous, mais vous avez aussi un compte en banque, et vous avez aussi des actions, et vous avez aussi de l'immobilier, enfin pour tous ceux qui ont un panel d'investissement assez large. D'épargne, une assurance vie dans laquelle vous allez mettre dans des produits actions, et vous pouvez perdre parce que le SBF se casse la figure. Vous pouvez mettre dans des obligations, et puis finalement, les entreprises font faillite et donc vos obligations ne valent plus rien. Vous pouvez acheter des produits émergents ou des sociétés dans des produits actions dans les marchés émergents qui se cassent la figure, ou du monétaire dans des produits émergents, ça se casse la figure. C'est ça, vous pouvez perdre de l'argent. Ce que je voulais dire, Nicolas, c'est que aller dans ton sens, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la crypto exactement tout ce qu'on retrouve dans le monde financier traditionnel, c'est-à-dire de la diversification, c'est-à-dire un coup on garde un peu de cash pour soi, un coup on en met là, un coup on peut investir ici, on peut mettre dans des formes d'investissement, etc. Mais alors, ça on a bien compris que CoinHouse accompagne là-dessus. Moi j'aimerais parler d'un service aux entreprises que vous proposez, qui m'a vraiment intéressé, c'est la possibilité de gérer de la crypto pour que les PME acceptent dans leur magasin, par exemple, ou acceptent des clients de la crypto, et à ce moment-là, vous gérez les flux de crypto entrants pour qu'il y ait une cohésion avec la comptabilité française, quoi, en fin de compte, ou alors faire de la transformation entre l'euro, enfin des swaps entre crypto et euro, c'est ça, pour que ça rentre dans la comptabilité? Et je pousse la question un peu plus loin. Toi, tu parles du client qui paye en magasin, et moi, je parle du client qui paye sur l'e-shop de la marque. Et aussi, tu nous parlais tout à l'heure, Nicolas, des grands comptes, mais il y a toutes ces petites marques qui sont des PME, qui ont fait une stratégie e-commerce ces 10 dernières années, qui aujourd'hui ont un e-commerce qui fonctionne bien, et qui tout d'un coup se retrouvent avec des clients qui disent « Tiens, est-ce que je peux vous payer en Bitcoin ou en Ethereum ?» Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a du conseil? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a une offre? Alors, il y a une offre, et c'est vraiment marrant parce que là, vous plongez dans un univers qui est vraiment différent de l'univers précédent, et qui est notre autre activité. Parce qu'on a deux facettes, en effet, chez CoinHouse. Il y a la première facette dont on a parlé avant, qui est vraiment la plateforme d'investissement diversifiée avec tout un tas de produits sécurisés pour la conservation des cryptos, et en effet moins sécurisés pour les produits de placement, mais au choix des clients. Et ça, c'est vraiment pour des entreprises, pour des particuliers. Ne négligeons pas aussi les entreprises qui sont clients de CoinHouse. On a 40% de notre chiffre d'affaires qui a été fait en 2022 sur les entreprises, sur la partie CoinHouse plateforme d'investissement. Et de l'autre côté, vous avez un univers qui n'a rien à voir, où finalement nos clients sont que des entreprises. Pas vraiment de petite taille, Claudia, je vais te décevoir. Pour l'instant, c'est plutôt des énormes mastodontes. Et quand je dis des mastodontes, c'est les géants du CAC 40 et des boîtes étrangères, tout aussi grosses, dans des secteurs complètement différents. On est dans le luxe, voire l'ultra-luxe, dans la joaillerie. On est dans le fashion, le fast fashion, on est dans la fabrication automobile, donc l'industrie automobile, on est dans l'aéronautique, on est dans l'industrie du minage, on est dans le e-commerce, on est dans le vin, on est dans l'hôtellerie, CAC 40, on est dans tout un tas de secteurs. Et en France et en Europe, y compris aux États-Unis et en Asie. Donc là, on a un volet complètement différent, et aucune de ces entreprises, jusqu'à présent,
nous dit, en fait, je viens chez vous pour acheter de la crypto et pour placer mes cryptos. C'est pas du tout le sujet. Elles y viendront un jour parce qu'on espère bien les faire passer dans le premier monde également. Elles viennent avec une problématique qui est de dire, voilà, j'ai besoin d'accepter des paiements en crypto. C'est ça, voilà. La plupart du temps, ça vient de deux choses. Un, j'ai lancé une collection de NFT et pour pouvoir finalement dropper mes NFT ou les transférer sur le wallet d'un utilisateur qui les a achetés ou auquel j'ai donné, j'ai besoin de crypto et je peux avoir besoin de recevoir des cryptos dans un wallet, de les convertir en euros, de telle façon à pouvoir ensuite faire rentrer cette somme dans ma comptabilité, comme tu le disais, Benjamin. Avec là des grosses difficultés. Donc, convertir ces cryptos, gérer un wallet, gérer la conformité, c'est-à-dire, j'ai certainement pas envie de recevoir de la crypto d'un wallet qui peut-être a été utilisé pour des opérations malveillantes, voire frauduleuses, parce que j'ai pas envie d'entacher la réputation de ma marque. Donc vous allez traquer l'origine des fonds dans un wallet. Exactement. J'ai besoin éventuellement de ne pas convertir la crypto en euros, mais de la conserver dans des systèmes ultra sécurisés parce que j'en ai un besoin plus tard et pour l'instant je veux la garder. Donc on retrouve tout un tas de besoins autour des paiements. Vous avez également, et je crois que tu l'as dit, Claudia, des gens qui veulent payer des fournisseurs dans des pays où le change monétaire est particulièrement coûteux, où les transactions sont très longues, et donc ils veulent utiliser la crypto dans ce cas-là pour réaliser ces paiements. Donc c'est tout un tas de services, soit pour les paiements, soit pour la collecte en fait de crypto qui n'a pas vocation à être gardée et qui va être convertie en euros. Et c'est souvent dans le cadre soit de paiement fournisseur, soit dans l'idée de collection NFT, soit d'expérience, et c'était le deuxième élan que je voulais dire au départ. Il y a vraiment la partie NFT et il y a la partie je rentre dans le métaverse. Et donc je suis rentré en achetant un land dans Decentraland ou dans The Sandbox, souvent d'ailleurs en passant par CoinHouse, en ayant les conseils de CoinHouse pour acheter le land. Là, on nous utilise comme courtier en achetant éventuellement la crypto nécessaire à acheter le land. On est un des courtiers privilégiés de The Sandbox et donc on est très 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 agile dans la capacité de trouver en fait les bonnes surfaces pour les clients. Et on l'a fait pour 19 grands comptes pour les aider à rentrer en fait dans cet univers-là. Et là, typiquement, ensuite, une fois que j'ai ce land, j'ai besoin de créer une expérience. J'ai besoin d'en faire quelque chose. Et c'est là où il y a besoin de wallet, il y a besoin de conseils et il y a besoin de technologie. C'est là où on intervient. Mais on n'intervient jamais seul. On intervient très souvent avec des partenaires parce qu'on n'est pas un grand groupe de conseils, on n'est pas le Boston Consulting Group ou Deloitte ou d'autres qui sont vraiment là pour définir des stratégies Web3 pour les grands groupes. On n'est pas non plus une société qui va créer des NFT, créer des collectionnables, créer un usage autour des NFT. Ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, il est vraiment d'être là en tant que fournisseur de technologie, fournisseur de solutions régulées, qui offrent toute la sécurité, tous les différents aspects de la gestion de la transaction et tout l'accompagnement autour de cette solution technologique. Okay, mais on fait souvent avec des partenaires. Ok, c'est intéressant parce que tu nous dis que c'est effectivement le retour qu'on a, nous, de nos partenaires, c'est que c'est via un drop NFT, donc via un projet NFT, qu'une très grosse boîte, comme tu dis, des mastodontes du CAC 40, commence à s'intéresser à la crypto-monnaie parce qu'effectivement pour... Ils ne s'intéressent pas, ils sont obligés d'intégrer ça dans leur process financier. Ouais, mais c'est souvent via un drop NFT. Et un drop NFT, on le sait bien, c'est quand même du marketing souvent, hein, c'est pour communiquer avec sa base client ou avec sa base de prospects, ou c'est une carte cadeau, enfin, ou c'est une carte de fidélité par exemple en NFT. On en a reçu d'ailleurs dans notre podcast des gens du retail qui ont fait un drop NFT. Et effectivement, la problématique est vraiment intéressante, c'est d'un seul coup, ils vont voir le service financier.
en disant il faut m'acheter de l'Ethereum parce que il faut que j'ai des Ethers dans mon wallet, et d'ailleurs il faudrait m'ouvrir un wallet. Et j'imagine le désarroi du directeur financier d'un grand compte qui dit un wallet c'est quoi, et de l'Ether où est-ce qu'on achète ça. Et donc vous CoinHouse, vous arrivez, vous dites pas de problème, on s'occupe de tout ça, etc. Et après ça t'as pas que le directeur financier, hein, t'as aussi le directeur juridique souvent. Oui. Certaines sociétés ont des équipes conformité et compliance aussi qui sont là. Les projets sont souvent portés en effet par les équipes blockchain, innovation, marketing, mais pas que. Hein. Il y a aussi de plus en plus de projets qui sont tournés aussi vers la production, vers l'achat, et qui offrent à travers des NFT des vraies solutions derrière, des vrais produits en fait, qui ont vocation à générer des business models beaucoup plus durables et qui sont pas juste un gift, mais vraiment qui ont un usage profond. Et donc on a aussi souvent les patrons de marque, les patrons de BU qui sont là. Donc c'est quand même beaucoup de personnes. Et en effet, l'une des premières questions, c'est je sais pas comment faire. Il y a tout un tas de risques et j'ai besoin d'être accompagné. Et ils sont hyper contents de trouver des acteurs français, hyper disponibles, qui disposent de technologies hyper modulables pour pouvoir faire ça, et qui travaillent aussi avec des grands partenaires. On travaille avec Ariani, on travaille avec Aura, on travaille avec tout un tas de sociétés qui, eux, sont aussi autour de ces plateformes de développement, de commercialisation de NFT. On est proche aussi des grands groupes de conseil. Donc on est en train de rentrer dans tout un tas d'écosystèmes, on est même en train de créer cet écosystème qui permet en fait à un grand groupe d'avoir assez vite tout un tas de solutions sur étagère, de savoir à qui s'adresser pour la partie conception, pour la partie business model, la partie créa, à savoir comment faire pour gérer les collections et comment les sécuriser, même Ledger a une solution, et ensuite comment utiliser les bons prestataires technologiques pour pouvoir gérer les wallets, gérer la conformité, gérer les paiements, et à la fin des fins, recevoir de l'argent de notre compte bancaire qui est basé en France, d'une très grande banque française, vers leur compte bancaire, ce qui est souvent en France ou en Europe. Et ça, c'est le fin des fins, avec tout un système de reporting comptable et auditable, parce que là, et c'est ce qu'on voit en fin d'année, on nous demande des reportings parce que derrière, on sait que les Big Four ou les Big Five vont interroger en fait les entreprises sur ces opérations. Et là, nous, on sera capable de fournir tous les éléments de reporting. En plus, grâce à la blockchain, c'est hautement auditable. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un gros business qui est en train de se développer, mais vraiment énorme. Et ce que tu expliques là, Nicolas, c'était vraiment 2021-2022. Mais en 2023, moi, je suis convaincue qu'il y a des choses qui vont changer, parce qu'en fait, tous ces projets NFT qui ont explosé dans tous les sens, ils ont fait entrer la crypto dans les process financiers et compliance des entreprises. Et je t'invite vraiment à écouter le podcast qu'on a enregistré avec Alexandre Stachenko, qui dit quand on fait entrer la crypto par le marketing, presque au pied de biche, parce que le projet doit être lancé, et donc c'est une obligation d'intégrer de la crypto. Le service financier freine des 4 freins en disant non, mais on est anti-Bitcoin, on est anti. Et puis à un moment donné, quand c'est intégré, il commence à voir tous les avantages de faire, parce que quand tu disais, tous ces grands du CAC 40, ils passent leur journée à faire des transactions internationales. Et à un moment donné, quand tu intègres la crypto et notamment le Bitcoin, eh bien, ils commencent à se dire, tiens, au fond, mais je pourrais bypasser la banque pour toutes mes transactions internationales. C'est un coût énorme en coût bancaire, c'est un gain de temps incroyable, c'est une fluidité extraordinaire. Et donc là, tout d'un coup, on passe du service financier qui était réfractaire à un service financier qui est pro-Bitcoin. Et ça, c'est en 2023 que ça va se passer, parce qu'on n'a pas vu ça arriver en 2022. C'est maintenant. Il prend l'exemple d'ailleurs de Starbucks dans ce podcast, que vraiment, c'est super intéressant. Il dit Starbucks, au fond, maintenant, ils font des projets NFT, mais ce n'est jamais qu'une excuse pour aller tester le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt? Parce que ce que Starbucks veut faire depuis qu'il a été obligé d'accepter le Bitcoin au Salvador, ce que veut faire Starbucks, c'est faire toutes ces transactions internationales avec du Bitcoin. Et donc ça, c'est en 2023 que ça va se faire. C'est vraiment marrant ce que tu racontes, parce que je me demande si tu n'étais pas finalement à la table d'à côté quand j'ai déjeuné en fin d'année. J'ai déjeuné avec le numéro 2 du pôle finance d'une des plus grosses sociétés du monde. C'est simple, c'est juste l'une des plus grosses sociétés du monde, qui est française. C'est exactement ce qu'il disait. Et en fait, ces questions étaient de dire, bon, maintenant,
comment vous allez pouvoir nous aider à créer tout un tas de schémas où finalement la crypto, on va pas la convertir, mais on va la garder. Mais attention, nous, nos processus financiers, ils sont très particuliers parce que quand on veut valider un virement, il faut valider un virement avec du multi-signature, du multi-étape, parce que bien évidemment, on veut pas être victime de toutes ces arnaques que vous avez sans doute connues, les arnaques du président, etc., dans les entreprises, où finalement, on demande à une personne de faire un virement d'1 million parce que le PDG l'a fait sur un compte XYZ, et en réalité, c'était une arnaque. Donc les entreprises ont mis en place depuis des années, heureusement, tout un tas de processus de sécurité pour sécuriser leur transfert financier. Et donc là, ils sont en train de justement de se poser la question en disant, en fait, on va le faire en crypto à un moment ou à un autre, mais d'ores et déjà, trouver aussi les processus de multisignature, de gestion des fonds de façon aussi sécurisée, voire plus même avec les transactions blockchain, que ce que l'on a aujourd'hui dans le système financier traditionnel. Il nous faut un niveau d'auditabilité, un niveau d'exigence en matière de procédure qui soit extrêmement élevé. Et donc on travaille d'ores et déjà avec des partenaires sur ces questions-là. Parce que toutes les technologies existent, en réalité, on est capable de fournir des systèmes, des devices pour authentifier, etc. et faire en sorte qu'une transaction soit validée dès lors qu'elle a été multisignée dans des procédures, dans des process en fait hyper sécurisés. Donc c'est exactement les propos que tu as tenus. Ont été tenus par un grand de la finance d'une grande boîte, et s'il l'a tenu lui, je pense que d'autres entreprises se posent la question à travers le monde. Et moi, ça me pousse à la réflexion autre chose. Tu vois, on voulait te poser une question que je ne vais pas te poser parce qu'en fait, je vais dire ce que je vais dire. En gros, je voulais te dire, mais en gros, si les banques commencent à proposer de la crypto à leurs clients, c'est la fin de Coinhouse. Et en fait, il y a une espèce de course, c'est-à-dire qu'en fait, qui fait des projets NFT? Les grands comptes. Les grosses boîtes qui ont de l'argent, les grosses boîtes qui font des transactions internationales toute la journée et donc qui ont un intérêt à faire ces transactions internationales en Bitcoin. Mais si tous ces grands comptes, toutes ces grandes enseignes commencent à bypasser les banques pour avoir un avantage en intérêt, en coût transactionnel, en rapidité d'exécution, etc. Si tous ces grands comptes commencent à bypasser la banque, les banques, elles ne vont pas résister au choc. Donc il n'y aura que Coinhouse donc ils iront te voir toi plutôt qu'une banque finalement. Non, mais il y a une espèce de course, les banques commencent à paniquer. Alors elles ont un discours qui est ambigu. Tu as répondu à ta question. Oui, je fais souvent ça. J'ai toussé un peu quand tu as dit que les banques allaient... non, je pense qu'il vaut mieux qu'elles fassent des partenariats, à mon sens. C'est beaucoup plus... Les banques ne sont pas venues à la crypto, pour la plupart d'entre elles. En tout cas pas en Europe, et elles ont tellement décrié le système depuis le départ. Elles ont tellement pris le contre-pied, le contre-pied de ce développement en n'y voyant que une escroquerie, que des errements, etc., que finalement, en fait, elles n'ont pas pris le temps d'investir dans les ressources humaines, d'investir intellectuellement aussi, d'avoir des gens en interne qui sont capables de faire un reset de leur pensée. Il y a des gens qui doivent annuler des mots qu'ils ont dit pour dire « Ah oui, en fait, je me suis trompé, j'ai dit n'importe quoi, et en réalité, non, c'est intéressant. » Ça n'arrive pas souvent. C'est pas commun. Et donc, on commence à le voir, parce que nous, on a des discussions, bien sûr, dans des milieux feutrés et en dehors de toute caméra, et les discussions sont complètement différentes, mais totalement. Oui, il y a double jeu. J'allais te dire, JP Morgan, c'est l'exemple même. Le directeur de JP Morgan, il crache sur les cryptos toute la journée, et par ailleurs, il développe un wallet, comme tout le monde le sait maintenant. Il est en train d'enregistrer un wallet. Donc là, il crache plus, mais c'est vrai qu'au moment où il crachait, il possédait des bitcoins. Il en possédait en plus, tout le monde le sait. C'était assez étonnant. Oui, il y a un double jeu qui commence à se faire. Je pense que les grands dirigeants de banques n'ont pas tous le même niveau d'appréciation des cryptos. Certains ont encore beaucoup de mal. Je pense que le problème, c'est plus dans leurs équipes. Et là où les banques doivent s'inquiéter, c'est qu'il y a plein de gens de grande qualité dans leurs équipes qui s'intéressent à ces projets depuis longtemps, qui en revanche voient que ça ne bouge pas et qui du coup quittent les banques pour rejoindre. Nous, on a embauché plusieurs banquiers qui quittent en fait les banques. Et ça, c'est pire parce qu'en fait, vous avez la double peine. Vous perdez les gens qui pouvaient savoir et vous avez que les gens qui ne savent pas. Donc c'est un vrai problème. Mais ça, à la rigueur, c'est leur problème. Je dirais qu'on a eu des relations avec les banques dans le passé qui ont été suffisamment douloureuses
même si aujourd'hui on a des bonnes relations, je dirais que leur problème, c'est leur problème. Moi, j'ai mes problèmes aussi, donc chacun Oui, doit gérer les siens. je trouve intéressant d'identifier leurs problèmes parce que leur problème devient tes forces. Leur problème, c'est quoi? C'est les grands comptes qui, à 2 ans, tous les grands comptes vont faire leurs transactions en crypto-monnaie, voire idéalement en bitcoin, et donc vont bypasser la banque. Au milieu, il y a les compétences qui fuient le système bancaire parce qu'ils ne sont pas entendus. Et sur la base, il y a quoi? Il y a le consommateur qui a perdu confiance. Et il y a quoi aujourd'hui? Il y a des gens, on voit l'immobilier qui s'écroule parce qu'effectivement, inflation, les gens ont peur de garder leur immobilier, les petits propriétaires, donc ils vendent parce qu'ils ont peur que les locataires ne payent pas, etc. Ils vendent, ils se retrouvent avec 50 000, 80 000, 100 000 euros. Nous, on le voit en formation, les gens disent j'ai vendu mon appart, j'ai un peu d'argent, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas le mettre à la banque. Ils savent qu'ils ne vont pas le mettre à la banque, ça ils savent, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et ils ont un peu peur. Mais ça veut dire quoi? Si on analyse la situation de la banque, on se retrouve avec des gens qui ont vendu de l'immobilier, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, qui ont de l'argent et qui se disent je ne sais pas ce que je vais faire, mais une chose est sûre, c'est que je ne vais pas le mettre à la banque. Et ça, Nicolas, c'est intéressant de l'identifier parce que finalement, c'est tout avantage pour toi. Oui, notre objectif, c'est d'essayer de proposer une alternative à ces gens-là. Après, jamais je conseillerais à des clients de mettre 100% de leurs avoirs sur les cryptos. Non, bien sûr. Les cryptos, ça reste un actif à risque, donc on met quelques pourcents de son patrimoine. Pour les plus hardis, on va mettre peut-être un petit peu plus, mais des gens comme moi qui sommes investisseurs avertis, etc., on est capable de monter sur des niveaux assez élevés. Mais je pense qu'après, il faut trouver des diversifications. Donc après, il y a d'autres solutions. Oui, bien sûr. Pardon, Nicolas, je te coupe, mais j'aimerais avoir ta prospective à 5 ans sur l'avenir de CoinHouse. Parce que CoinHouse, il y a 2 grands métiers fondamentaux. Il y a la finance, voilà, le traitement de crypto-monnaie, et puis il y a le service et le conseil, qui est une partie immense aussi. Qui va, ils vont se rejoindre. Ouais. Alors voilà, soit ils se rejoignent, soit... quel est ton avis? Est-ce que dans 2-3 ans, évidemment, la BNP, le Crédit Agricole, tous ces grandes banques vont proposer de la crypto, c'est évident. Mais ils vont le faire, à mon avis, de manière assez décevante, je le pressens déjà, où ça va être complètement centralisé, etc. Et les gens ne seront pas... à mon avis, la confiance va être tellement abîmée que les gens n'iront pas. Mais bon, est-ce que toi, CoinHouse, tu vas te dire, ok, puisque maintenant les banques proposent de la crypto, moi je vais aller à fond sur le conseil et le service aux grands comptes, aux PME, etc. Ou est-ce que justement tu penses que ça va échouer au niveau de la proposition des banques et tu vas, toi, récupérer ce business-là en entier, en fait? À nouveau, vraiment, le business des banques, je ne vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais c'est pas vraiment le mien. Je pense qu'elles sont pas dans le monde de la crypto aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je les vois pas. Elles vont sans doute y arriver à un moment ou à un autre. Mais nous, on y est déjà depuis un moment. Et honnêtement, ça fait aussi un petit moment que on apprend. D'un point de vue technologique, d'un point de vue process, d'un point de vue organisation, il y a énormément de savoir-faire que vous ne pouvez même pas imaginer, qu'on découvre un peu tous les jours, mais dans tout un tas de processus de l'entreprise, ça va de la finesse de certaines problématiques technologiques sur les algorithmes, etc., sur les connexions avec les wallets et sur aussi même la façon dont vous commercialisez un produit. Quelque part, les différentes difficultés qu'on rencontre au gré fait de nos développements nous apprennent aussi. Donc tout ça à récupérer, à apprendre, à gérer, ça va être monstrueux. Ça va être vraiment très difficile. Et nous, pendant ce temps-là, on continue à croître. Donc moi, je pense que l'avenir de ma boîte, elle est... Je ne vais pas dire autre chose, mais elle est normalement extraordinaire, voire pharaonique. Je ne sais pas pourquoi on n'arriverait pas à être une licorne, voire même plus, au sens où si on joue bien le volet de régulation, qu'on a cette régulation européenne, qu'on joue le volet aussi, la carte européenne, hein, pas juste le développement français et le développement international avec CoinHouse Solutions, il y a un boulevard qui va se prolonger sur la partie plateforme d'investissement et qui est en train d'émerger sur la plateforme sur la partie solution pour les entreprises. À un moment ou un autre, et les différents partenaires concurrents vont vouloir eux aussi rentrer. Tu as cité les banques, mais en réalité, il y a d'autres acteurs qui sont présents. Les acteurs du monde des paiements, par exemple les PSP comme Adyen, Stripe, etc. C'est des gens qui vont vouloir rentrer. Les Visa, Mastercard sont des gens qui vont être incroyablement bouleversés dans leur business model par la crypto. PayPal est déjà rentré dedans. PayPal est rentré dedans déjà.
Ouais, mais on le voit peu, il n'est pas régulé en France, il est un peu nulle part, c'est un acteur qui pour moi, qui est pas du tout en fait à la page. Oui, comme les néobanques aussi, comme Revolut, etc., N26, ils y vont, mais... Revolut, ça propose une carte qui est géniale, un service de bancaire qui est néobancaire qui est très 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 intéressant. En matière de crypto, ça vous propose des services de base à des prix qui sont pas forcément très bons, et c'est très loin de vous proposer le niveau de sécurité et la possibilité de faire ce que nous on propose. Maintenant, c'est très bien qu'ils proposent des choses, etc. Mais une néobanque restera une néobanque. Revolut, c'est pas BNP Paribas et ça ne l'est pas encore. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vraiment, il va y avoir un rapprochement entre les deux modèles. D'un côté, CoinHouse Solutions, je pense que vous l'avez dit tous les deux, a un gros potentiel de développement de solutions vraiment puissantes pour les entreprises. À un moment, ces entreprises, elles vont plus juste vouloir gérer des paiements, mais elles vont commencer à vouloir gérer des trésoreries en crypto, de gérer du coup des comptes en crypto, et donc d'acheter de la crypto aussi. Donc on va se retrouver finalement dans le même usage que CoinHouse. On va juste avoir des comptes, des natures de comptes extrêmement différents. Mais exactement comme finalement quand vous avez un compte Société Générale, vous pouvez avoir un compte simple en tant que particulier, vous pouvez avoir un compte en tant qu'entreprise PME, une petite PME, et puis vous avez aussi EDF. Je ne sais pas s'ils sont clients de Société Générale, mais qui, quand ils sont clients de Société Générale, le directeur financier, il n'accède pas à son compte avec son téléphone et un truc de base. Il a accès à des senior bankers, il a accès à des plateformes de services complètement différentes. Exactement comme nous d'ailleurs. Pour le client lambda, il a accès à un service client en France qui parle différentes langues, une plateforme et tout un tas de solutions. Et puis pour les clients entreprises et pour les clients premium, voire platinum, là on vous met à disposition des chargés de compte, des solutions. La partie CoinHouse Solutions, moi je suis l'un des sales de CoinHouse Solutions, donc c'est directement moi et des managers seniors dans l'entreprise qui allons présenter nos solutions, allons aider les entreprises à rentrer dans ces business. Donc on est vraiment dans cet univers qui, à mon avis, va converger. Et là, on aura créé quelque chose de phénoménal. Alors justement, Nicolas, tu parles d'un boulevard européen. Et ça, effectivement, ça se met en place avec une réglementation qui s'appelle MiCA, M-I-C-A, dont on entend beaucoup parler. On ne comprend pas tout. Il y a même Marketing Crypto Assets. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un règlement européen qui voudrait que, quand ça passera, par exemple, CoinHouse, vous avez déjà l'enregistrement PSAN. Et vous pourriez donc intervenir dans les 27 pays de l'Union européenne quand MiCA sera mis en place, qui est donc... Là, pour le coup, la réglementation favorise le développement des boîtes. Contrairement à ce qu'on dit toujours, la réglementation, on pense que ça va freiner la crypto, alors que là, ça va développer des boîtes françaises comme CoinHouse. Vous pourriez aller donc à l'international, offrir à 27 pays des services Web3. Et ça, MiCA, c'est pour, je crois, fin 23 ou début 24. Enfin, c'est pas dans très longtemps. Est-ce que ça, tu l'envisages? Est-ce que vous allez déjà vous implanter partout en Europe avec ça? Ou comment tu le vois, ça? Oui, MiCA, c'est le gros avantage de MiCA. Il y a quelques inconvénients à cette réglementation parce qu'elle est lourde quand même, mais globalement, l'avantage, c'est de pouvoir faire du démarchage client et de pouvoir le faire partout en Europe. Ouais. Donc c'est une forte demande de l'écosystème aussi que de pouvoir ne pas aller s'enregistrer dans tous les pays. En fait, on est déjà enregistré dans d'autres pays. On est enregistré au Luxembourg depuis fin 2021, donc ça veut dire qu'on a sur place la capacité d'aller développer du business, ce que nous faisons d'ailleurs. On est en procédure en Espagne et en Italie, on est autorisé en Belgique. Maintenant, c'est assez pénible en fait que d'aller dans chaque pays européen et taper à la porte du régulateur pour ouvrir en fait les différentes réglementations locales. Donc là, l'idée en fait, c'est vraiment de passer au niveau européen avec MiCA. Les textes de MiCA devraient entrer en vigueur début 2023 et il y aura une période de 18 mois. Donc jusqu'à octobre normalement ou fin 2024 pour être enregistré, alors même pas enregistré, là, pour être agréé MiCA. Au-delà de cette période, ce sera plus possible d'exercer. Moi j'ai encore une dernière question puisqu'on arrive à la fin de ce podcast. Je me dis, mais concrètement, ça se passe comment? Tu as un grand compte qui arrive, qui dit, bon, moi, je voudrais intégrer le paiement en crypto, enfin, accepter le paiement en crypto. Donc, tu expliques un peu au département financier compliance comment ça se passe. Et puis, concrètement,
comment tu embarques les gens? J'imagine que vous faites du coup de la formation. Enfin, comment ça se passe? Parce que là, tu nous parles de la porte d'entrée. OK, on ouvre la porte et on introduit le truc. Et puis après, concrètement? C'est assez concret. Donc, je vous passe quand même le fait qu'il faut ouvrir un compte chez nous. C'est-à-dire qu'il y a quand même des documents bien sûr. qu'on vous demande sur ce qu'on appelle le KYB, le Know Your Business. Donc, on a besoin d'informations sur votre société. On a besoin d'informations aussi sur le projet que vous lancez. Hein, que soit vous voulez vendre des produits physiques et accepter des paiements en crypto, ou vendre des NFT et accepter des paiements en crypto. On a besoin de savoir quel est le projet en lui-même. Ensuite, on a des API. Parce qu'en fait, c'est du développement technologique. Donc, il y a de l'API et de la documentation. Et souvent, après avoir passé les étapes d'explication avec les départements financiers, juridiques, conformité, on a toujours dans la boucle le département technique et on est bien souvent en lien avec des partenaires. Comme je l'avais dit tout à l'heure, la plupart de ces projets nécessitent quand même des intégrations au niveau des sites web. Tout à l'heure, tu parlais, je crois, Claudia, d'un site web d'une entreprise lambda, etc. Il faut un partenaire quand même pour intégrer ça, parce que nous, on va pas faire le site web, on n'est pas commerçant, etc. Et donc, que ce soit la vente d'un bien physique en crypto ou d'un NFT, il va falloir minter ce NFT, il va falloir le créer, donc de toute façon, il y a un partenaire qui va faire ça, et nous, on va aller se brancher avec ce partenaire en API. Donc, on a différents partenaires. J'ai cité Aura Blockchain Consortium, qui est une société suisse, et on a également Ariani, qui est un partenaire français, franco-suisse également, et on a d'autres partenaires qu'on a signés, qu'on n'a pas encore, je pense, annoncé. On a une dizaine de partenaires. On peut préciser Aura, c'est important que tu parles d'Aura, parce que c'est la blockchain du luxe qui a été faite par entre autres par les deux plus grands concurrents du luxe, qui sont le groupe Richemont et le groupe LVMH, si je ne m'abuse. Ouais. Et c'est intéressant de voir que deux groupes concurrents travaillent ensemble sur une blockchain pour certifier les sacs à main, certifier les montres, les bijoux, etc. Donc, ce serait l'occasion de faire même un épisode entier là-dessus, tellement c'est intéressant, je trouve. Ouais. C'est hyper intéressant. En effet, il y a un vrai travail entre eux et aussi parce qu'il y a des coûts à amortir. C'est quand même pas simple. Les projets autour de ces certifications et puis ensuite du développement des plateformes. Mais c'est un bel exemple de collaboration. Ouais. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que tu mets en place un écosystème. Donc, en fait, le client peut rentrer par chez Aura et puis arriver chez toi. Et comme il peut arriver chez toi, et toi, tu conseilles Aura. On va remonter vers Aura. Par exemple, quand les clients ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, dans ce cas-là, ils viennent, on peut les renvoyer vers des partenaires. Mais souvent, en fait, les clients qu'on a nous sont apportés au moment où les éléments sont déjà définis. C'est-à-dire que il y a déjà un projet NFT, il y a déjà un projet de vente, d'acceptation de paiement crypto, quel qu'il soit. Il y a déjà un travail qui est fait par un partenaire et la question se pose à ce moment-là de « Ah oui, mais comment on va faire pour… on va accepter du paiement crypto pour compte de tiers, on va conserver des cryptos pour compte de tiers, il faut… valider aussi tout l'aspect conformité. On ne veut pas recevoir des paiements qui viennent d'un wallet qui a été teinté dans des opérations frauduleuses. On veut s'assurer que ça a été rejeté. Donc, il faut de l'intelligence, il faut des outils pour pouvoir comprendre si ces wallets sont bons ou pas bons. Il faut mettre en œuvre de la conformité as a service. En fait, on fait du PSAN as a service. On fait du prestataire de service sur actifs numériques as a service. On met en forme toute notre technologie, et d'ailleurs notre business model autour de ça est assez proche du SaaS. C'est-à-dire on vend des abonnements, on vend nos technologies sous forme plutôt de comme si on vendait du logiciel. Et toute cette technologie-là, elle arrive quand les gens se sont déjà posé quand même un certain nombre de questions, mais il leur manque cette brique essentielle de conformité, de paiement, de gestion de wallet. Qui est la base, oui. On est souvent à ce moment-là sollicité, on a énormément de sollicitations externes en disant mais oui en effet vous êtes la solution française, européenne par rapport à tout ça, vous avez des belles références et en plus on a un système, on est déjà intégré en API avec plein d'acteurs et ça fonctionne super bien. Non mais c'est hyper simple, on est capable de faire des ventes de NFT ou des ventes de produits physiques en l'équivalent de 4 ou 5 jours à peu près.
Ouais. Le projet était déjà abouti, ils avaient déjà mis en place les collections de NFT, etc. Mais mettre en place un wallet, accepter des paiements, c'est ultra rapide. Ouais, voilà. Et donc c'est bien que tu dises qu'on peut traquer l'argent qui est dans les wallets, parce que tu vois, une fois de plus, on explique que non, la mafia n'utilise plus les blockchains parce que les blockchains sont très transparentes et que c'est le pire système pour un mafieux. Et non, les wallets ne sont pas totalement anonymes parce que oui, on peut savoir d'où vient l'argent dans les wallets. Enfin, oui. En tout cas, savoir si la provenance est clean, tout simplement. Pas forcément. On n'a même pas besoin de connaître l'identité de la personne qui détient le wallet d'ailleurs, mais au moins on peut traquer les fonds, etc. On peut tout tracer sur la blockchain et c'est ça qui la rend vraiment transparente. Donc une fois de plus, il faut arrêter avec ces éternelles idées reçues qu'on a sur les cryptos, quoi. Moi, j'aimerais revenir sur l'écosystème, Nicolas, parce que c'est intéressant. Nous, en fait, on s'est rendu compte, et le changement est arrivé très vite, en 3-4 mois. Avant, on avait des demandes d'acculturation, tu sais, de façon très isolée, un département, le marketing voulait vite comprendre. Et là, sur les 3-4 derniers mois, on a eu des clients, des anciens clients ou des nouveaux clients qui sont revenus, qui nous ont dit « Ouais, mais attendez, parce que nous, on a monté un projet NFT, puis on s'est rendu compte qu'en fait, en boutique, les gens ne savaient pas ce qui se passait, ne savaient pas expliquer, et donc ils n'étaient pas nos ambassadeurs, et donc parfois les gens... Et en fait, aujourd'hui, les gens ont compris, autant pour toi, ça doit être un écosystème complet pour être efficace, autant... La compréhension Web3 de l'entreprise, elle ne peut plus être sur le département marketing et le département finance. Les gens commencent à comprendre que c'est une transformation aussi importante que la transformation e-commerce. C'est transversal, c'est 360 degrés. Et tout le monde doit vraiment avoir cette compréhension que les métiers vont être impactés. Les métiers, les business models, les comportements utilisateurs. Et il y a besoin de formation. Et besoin de formation, évidemment. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Nous, on le voit, il y a 6 mois, nos copains nous disaient, oui, enfin, franchement, vous nous énervez avec votre truc là. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à nous dire, non, mais attendez, moi, je suis dans une entreprise, là, il faut qu'on comprenne vite. Et on le voit même dans nos clients. Avant, on formait un peu de personnes dans une entreprise, et maintenant, on forme des entreprises entières où ils disent il faut que tout le monde comprenne. Et ça, en 3 ou 4 mois. Et 3-4 mois, ça passe très très vite. Et donc, on se dit qu'en 2023, ça va être l'année de la culturation et l'année de la vraie transformation. Parce que pour moi, un projet NFT, c'est pas une transformation. C'est, on met un pied dedans, on entre dedans, on teste, on regarde, et puis on commence à comprendre l'ampleur du phénomène. Et si on y va, alors on transforme en 360. D'où l'intérêt d'avoir un écosystème aussi, évidemment. Parce que quand on fait une transformation 360, eh bien, nous, effectivement, on a des questions sur la compliance et on n'est pas des spécialistes compliance. Donc, forcément, on doit aussi avoir un écosystème autour de nous, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment le mot de la fin. 2022, c'était le terrain d'expérimentation. 2023, c'est l'année de la construction. Alors, vivement 2023. Ah, Nicolas. En tout cas, Nicolas Louvet, merci beaucoup pour cet entretien vraiment très riche et qui aurait pu continuer longtemps parce que j'ai encore plein de questions, mais on peut en refaire un. Hein. On en refera un ou on se reverra. Nicolas Louvet, on retrouve CoinHouse évidemment sur le web très très facilement. On te retrouve toi aussi sur LinkedIn. On mettra tous les liens dans le coinhouse.com, coinhouse.com/fr. Vous allez directement sur le site français et moi en effet sur LinkedIn, sur Twitter. Ok, bah parfait. Puis nous, NFT Business, on a un site web aussi, nftbusiness.tech, TECH, sur lequel vous aurez plein d'informations sur ce qu'on fait et aussi moyen de mettre votre adresse mail pour recevoir notre newsletter. Oui, et d'ailleurs, on fait toujours la pub de tout le monde et jamais la nôtre. Vous savez quoi, on va faire la nôtre aussi. Si vous avez besoin d'acculturation en entreprise, vous faites appel à NFT Business, évidemment. Pour les formations, on est là. Merci encore pour votre écoute. Bonne écoute.